Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Notre invité aujourd'hui est Benjamin Bousquet, journaliste au journal La Croix, qui va nous parler du sport en Europe suite aux derniers Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Paris. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Benjamin, vous avez couvert les deux épreuves olympiques, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Tout à fait. Donc pour le journal La Croix. Vous avez rencontré aussi beaucoup d'homologues européens, donc d'où votre intervention aujourd'hui. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le statut du sport au sein de l'Union européenne ? Ouais. Alors la politique sportive reste à la base une politique souveraine des États membres. Explique qu'il y ait des différences et des disparités entre les différents États. Néanmoins, l'Europe sert de politique d'appui en ce qui concerne le sport, et ce depuis finalement quelques années. Ça se réunit autour de valeurs communes. C'est ce fameux trait d'union entre les hommes qui est censé représenter le sport. Alors on peut remonter à 1967, à l'époque c'est le Conseil de l'Europe qui avait émis une première résolution concernant la lutte contre le dopage. Ça peut paraître totalement dérisoire, mais aujourd'hui, quand on constate chez les athlètes de haut niveau, il y a assez peu de cas, si ce n'est peut-être des cas individuels de temps en temps, d'athlètes soupçonnés de dopage qui sont membres de l'Union européenne. On n'a pas de dopage d'État, comme ça peut être le cas en Russie ou plus récemment avec l'histoire des nageurs chinois. Ce sont des choses qui peuvent paraître simples et j'allais dire normales aujourd'hui, mais il n'empêche que l'Europe sert aussi à ça. Donc il y a cette fameuse convention, ça a donné lieu à une convention quelques années plus tard, en 89, une vraie convention contre le dopage avec tous les pays membres. Et puis il y a eu plusieurs alternatives, plusieurs décisions européennes, notamment sur la violence et les débordements aux abords des stades. Alors on a tous en souvenir, c'est assez récent, la finale de Ligue des Champions qui a eu lieu en France où ça s'est mal passé. Néanmoins, c'est un rare exemple parmi tous les événements sportifs qui se sont bien déroulés et les Jeux Olympiques récemment ont prouvé que l'Europe était capable de réaliser à travers des forces, à travers des polices qui se soutiennent, des événements sportifs d'ampleur qui réunissent des milliers et des milliers de spectateurs. Tout ça, ce sont des choses qui sont rendues possibles aussi avec l'Union européenne. Même si la politique souveraine du sport, elle reste quand même, c'est une politique nationale avant tout. États, et forcément, on n'aura pas la même politique sportive en Allemagne, en Suisse et en France. Alors, juste petit rappel, vous avez évoqué le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est un organisme pan-européen qui regroupe à l'heure actuelle 46 États, la Russie ayant quitté cette institution à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Donc on est sur un organisme qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Tout à fait, mais ceci dit, c'est en fait cet avis-là qui a ensuite incité l'Union européenne à établir cette convention contre le dopage, elle, en 89. Voilà, en fait, ce sont effectivement des institutions qui travaillent de toute façon ensemble, notamment sur la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez raison de souligner, etc. par exemple, que certains pays qui sont membres n'ont pas forcément suivi des faits ce genre de procédure. C'est malheureusement pas toujours rare. Donc, il n'y a pas est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique européenne du sport à proprement parler, quand même au niveau européen, parce qu'on a des événements quand même européens. Est-ce que c'est les fédérations, par exemple la fédération sportive du foot, qui peut vraiment avoir ses propres règles ou sa propre politique, ou est-ce qu'il y a quand même une politique européenne qui va chapeauter un peu tout ça ? En fait, il y a dans les événements sportifs, notamment qui sont organisés en Europe, une patte européenne évidente. Je pense par exemple toujours à la comparaison entre la FIFA, donc qui est l'organisme mondial du foot, et l'UEFA, qui est l'organisme européen. Même s'il est sous l'égide de la FIFA, on sent bien que les règles sont différentes. Par exemple, vous avez la FIFA qui se fait critiquer sans doute à raison pour organiser une Coupe du Monde au Qatar ou en 2036 en Arabie Saoudite, avec le bilan carbone, la question des droits humains, toutes ces données qui sont quand même très importantes. On sent que l'UEFA se saisit beaucoup plus de ces enjeux-là, et c'est toujours au nom des valeurs finalement que le sport est censé retransmettre. Le souci écologique par exemple est très important. C'est vrai que le dernier Euro en 2024, juste avant les Jeux Olympiques, on a pu voir que les trajets des supporters étaient faits en train,
tout était fait en fait pour baisser au maximum le bilan carbone. Et c'est vrai que la FIFA, qui est un organisme mondial et qui du coup répond aussi à des intérêts d'autres pays qui n'ont pas forcément, par exemple l'écologie en tête des priorités, se fiche un petit peu, alors que l'UEFA, elle, mise beaucoup plus là-dessus. Et ça, c'est à travers ces valeurs-là aussi qu'on décèle un début de politique européenne. Et alors, l'Union européenne, vous l'avez dit, c'est une politique d'appui. Notamment, on ne peut pas, je pense, ne pas évoquer dans cette émission le programme Erasmus+, sport, notamment. Bien sûr. En fait, le budget Erasmus+, c'est 470 millions pour la période 2021-2027. Donc, c'est sur un budget total de 26,2 milliards. Donc, c'est quand même une somme assez importante. Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie, par exemple, que si demain, vous êtes étudiant français et que vous allez en Espagne, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir poursuivre une activité physique, pour avoir accès à du matériel. Ce sont des choses qui, encore une fois, peuvent paraître simples, mais quand vous êtes étudiant et que vous allez aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, etc., l'accès au sport n'est pas forcément facilité de la sorte. Et ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes et qui sont possibles par l'Europe. Il y a aussi évidemment des rencontres entre des clubs, qui permettent à des licenciés de voyager et donc au-delà du sport d'apprendre des choses sur le pays voisin, etc. Et ça, ce sont des choses qui existent. Alors, on pourra toujours regretter que c'est un petit budget dans la totalité, mais il n'empêche que ça existe, et c'est vrai que certaines personnes qui sont passionnées de sport, qui ont l'habitude de pratiquer du sport et qui sont tentées par une expérience à l'étranger, n'ont pas forcément ce frein-là grâce à ce genre de programme. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Benjamin Bousquet, journaliste au journal La Croix, est avec nous pour parler sport et en Europe. Donc Benjamin, vous avez évoqué un petit peu le statut du sport au niveau de l'Union européenne, qui n'est que là en politique d'appui, notamment à travers le programme Erasmus+, que nous évoquions tout à l'heure. Des politiques, des règles sportives aussi, avec des différences entre des fédérations internationales, européenne notamment, la FIFA, l'UEFA, on a évoqué. Maintenant, vous avez eu l'occasion de rencontrer de nombreux confrères européens lors des derniers Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous avez pu échanger avec eux, notamment par rapport à la pratique sportive au niveau des pays européens ? C'est là où il y a ces fameuses disparités, différences. Il ne faut pas aller bien loin. Vous prenez un pays comme l'Allemagne, par exemple. On parle du sport de haut niveau, on pourrait y revenir, mais il y a aussi tout simplement l'accès au sport pour n'importe quel kidam. Aujourd'hui, dans le sport scolaire, par exemple, en Allemagne, tout est fait pour que les cours soient réunis, les cours classiques, j'allais dire, mathématiques, histoire, langue, etc., soient réunis en matinée pour pouvoir permettre aux élèves de pratiquer des activités sportives l'après-midi, et surtout de pouvoir en tester, parce que c'est pas tout de se mettre au sport, mais il faut trouver le sport qui nous convienne. Et ça, ce sont des choses qu'on a peu l'habitude de voir en France, où on a toujours un programme scolaire très classique, une journée très classique, avec assez peu d'heures de sport. Il y a une volonté d'augmenter les heures de sport, et puis finalement on est revenu en arrière, donc c'est l'héritage un peu biaisé des JO. On verra ce qu'il en sera pour les années à venir, mais voilà, c'est des différences dont on peut s'inspirer. Alors j'ai cité l'Allemagne, mais on peut citer beaucoup de pays scandinaves qui font un petit peu le même effet. Voilà, après sur la différence, j'allais dire France et Europe, il y a aussi beaucoup de choses, notamment sur la redistribution des fédérations aux clubs amateurs. Les pourcentages sont assez différents. Je pense notamment dans la fédération de football, qui est le sport sans doute le plus populaire en France et même en Europe. Vous avez 30% des revenus qui sont redistribués au sport amateur de la fédération française de foot, quand en Allemagne c'est plus de 50%. Donc c'est des vraies différences qui peuvent exister et dont on peut effectivement s'inspirer. Ouais. Et qu'est-ce que ça crée en fait, ces différences? Qu'est-ce qu'on constate à la fin comme résultat, notamment parmi les... Alors, il y a plusieurs résultats. C'est sur la santé des citoyens, effectivement. Aujourd'hui, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est le sport, ça représente 2,12% du PIB de l'Union européenne, et ça emploie près de 6 millions de personnes. Aujourd'hui, ça peut paraître énorme, mais paradoxalement, vous avez 38% des Européens qui disent pratiquer une activité sportive
sportive hebdomadaire et 45% de ces mêmes sondés qui disent ne jamais en pratiquer. Et en France, ces scores sont plus élevés, si on peut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours eu ce débat avant les JO de savoir si la France était un pays de sport. C'est pas parce qu'elle a des très bons athlètes que c'est un pays de sport. C'est pas parce que les gens, est-ce que les gens pratiquent vraiment le sport? C'est pas la même chose. Et c'est vrai que vous avez certains pays voisins assez proches de nous. Je pense notamment au Royaume-Uni ou encore une fois, on peut citer l'Allemagne ou même les Pays-Bas, excusez-moi, où les taux sont beaucoup plus élevés. Les gens pratiquent beaucoup plus le sport. Donc c'est une philosophie. Il faut faire la différence entre le sport de haut niveau et le sport pour tous. Et puis sur le sport de haut niveau, on le voit, hein, la Grande-Bretagne est souvent très bien classée au classement des médailles. Il y a des résultats, même si la France n'a pas forcément à rougir de son rang, surtout cette année où elle a plutôt performé. Forcément, quand on a moins d'accès au sport pour la population, il y a moins de champions qui vont éclore dans les années à venir, c'est logique. Et justement, vous avez évoqué le classement des médailles. Ouais. Hein. Quand on réunit toutes les médailles, alors notamment des pays de l'Union européenne, mais après on pourrait élargir pratiquement à tous les pays de l'Europe, hein, du continent Europe, on arrive largement en tête. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu une petite musique pendant les JO. En fait, la première semaine, la France a performé. Elle était 3e ou 4e au classement des médailles, donc on s'est dit c'est très bien ainsi. Et puis la deuxième semaine, on savait que ça allait être un peu plus compliqué. Et du coup, il y a une petite musique qui a commencé à monter en se disant mais est-ce qu'on ferait pas un classement des médailles avec l'Union européenne, histoire de remonter et que la France se retrouve dedans. Oui, ça pourrait avoir du sens en termes de nombre de population, etc. Forcément. Après, là où il faut être réaliste, c'est que si demain vous avez l'Union européenne plutôt que les pays membres au classement des médailles, vous avez moins d'athlètes présents aux Jeux Olympiques parce qu'il y a forcément des quotas en fonction des différentes fédérations. Donc voilà, c'est relatif, mais c'est vrai que l'Union européenne forme des très bons athlètes de haut niveau. Et c'est vrai que c'est peut-être une piste d'amélioration en France et en Europe, ce seuil entre finalement une population qui ne pratique pas assez de sport et ces athlètes de haut niveau qui, une fois qu'ils sont accompagnés, peuvent obtenir de très très bons résultats. Je pense notamment au sport collectif où l'Europe continue de dominer outrageusement et notamment la France. Et puis il y a certaines disciplines comme l'athlétisme par exemple où la Grande-Bretagne tire son épingle du jeu, mais sinon elle est assez orpheline sur le continent européen. Donc, on a parlé également un petit peu des valeurs du sport qui se rapprochent finalement assez des valeurs de l'Union européenne, hein, qui sont la solidarité, l'égalité aussi. Bien sûr. L'égalité homme-femme, il y a peu. Finalement, je ne sais pas si le grand public a bien saisi ça, mais en 2024, c'était les premiers Jeux Olympiques de l'histoire à avoir autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes. C'était jamais arrivé. À Tokyo, je crois que c'était 45% donc là, c'était vraiment 50% d'athlètes hommes et femmes. Voilà, ce sont des choses qui ont été sans doute rendues possibles parce que c'était en Europe, parce que c'était en France. Est-ce que ça servira de modèle dans les années à venir? On peut l'espérer, bien sûr. Il y a encore des marges de progression. On parle des athlètes, mais dans l'encadrement, c'est pas toujours le cas. Je crois que c'est 72%, il me semble, d'hommes dans les équipes encadrantes, toutes nations confondues, y compris en Europe. Dans les équipes féminines. Y compris dans les équipes féminines. Vous avez beaucoup de coachs d'équipes collectives féminines qui sont des hommes. Ce sont des marges de progression à l'échelle du monde, mais aussi en Europe. Mais c'est vrai qu'il y a certains symboles dont l'Europe peut être fière. Ouais. Pour apprendre et mieux se comprendre, rien de tel que le dialogue. Autour de thèmes historiques, actuels, spirituels ou artistiques, Monserrata Vidal et Sarah Brunel échangent librement avec leurs invités, nous incitant ainsi à poser un autre regard sur le monde. Dialogue, c'est chaque samedi à 19h30 et à la demande sur rcf.fr. Au pied de la lettre vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leurs univers ainsi que leurs personnalités. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes.
Nous parlons sport aujourd'hui en compagnie de Benjamin Bousquet, journaliste au journal La Croix. Alors Benjamin, vous nous parliez un petit peu de l'égalité femmes-hommes et notamment de pistes d'amélioration avec les coachs qui sont à quasiment 72% des hommes. Mais on voit bien quand même qu'il y a certains sports qui sont très masculins et très féminins. Comment se fait un petit peu cette répartition du coup ? Oui, bien sûr. Après, c'est dans ce qu'on voit à la télévision, dans les médias, c'est toujours compliqué parce que en fait, la présence, par exemple, d'un sport dans une grande compétition comme les Jeux Olympiques, c'est aussi lié en fonction du nombre d'adhérents dans des pays. Alors forcément, ça a toujours existé. Il y a des sports qui attirent plus les garçons, d'autres qui attirent plus les filles, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on peut attendre peut-être de l'effet JO, puis on reviendra sans doute sur l'effet JO derrière, mais ce qu'on peut attendre, c'est que finalement des disciplines s'ouvrent davantage à des publics plus larges et que voilà des disciplines qui ont d'habitude tendance à attirer des garçons puissent attirer des filles et l'inverse aussi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des disparités qui existent en fonction des sports, c'est évident. Après, voilà, c'est par exemple, je pense à la lutte qui n'ouvre pas de section féminine, qui n'a pas ouvert de section féminine pendant longtemps au JO. Maintenant, c'est le cas. Voilà, il y a des sports, les sports évoluent et ça a toujours été le cas. Et tant mieux. Mais c'est vrai qu'on pourra toujours noter des différences. Et c'est vrai que quand on rappelle ce chiffre d'égalité d'autant d'athlètes hommes que femmes au JO 2024, il y a forcément quelques nuances encore à apporter. Oui, bien sûr. C'est ventilé un petit peu suivant les sports. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Parce que, par exemple, on a peut-être plus d'équipes sportives, notamment en rugby, en rugby ou en foot, que chez les femmes. Oui, tout à fait. Mais c'est contrebalancé par d'autres sports où effectivement il y a plus. C'était vraiment une volonté du COJO, du comité d'organisation des Jeux, d'avoir cette année vraiment autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes. Voilà, ça a été respecté. Est-ce que ça sera suivi des faits dans les prochaines années? On verra. Mais c'est ce qu'on peut souhaiter, oui, bien sûr. Alors justement, vous parlez aussi un peu de l'effet JO. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pu constater, notamment peut-être par rapport aux inscriptions? Est-ce que ça a entraîné un engouement, des changements de mentalité politique, des investissements? Alors, à la fois, j'ai envie de dire, oui, j'ai pu constater des choses, et en même temps d'ajouter une nuance, c'est-à-dire qu'on est finalement quelques mois après les Jeux. Vous savez, il y a toujours un effet boom après les Jeux où les gens s'inscrivent, ils ont envie de se remettre au sport, c'est formidable, ils ont envie d'être le nouveau Léon Marchand, etc. Et puis quelques mois après, ils se disent que finalement c'est pas forcément leur sport et ils désertent. Donc ça sera intéressant de voir peut-être notamment à la rentrée 2025-2026 si finalement ces nouveaux adhérents sont toujours là. Mais c'est vrai que moi, dans le cadre de mon métier, j'ai pu faire quelques reportages. Alors j'ai pas la prétention de dire que j'ai survolé tous les sports, mais que ça soit par exemple en natation, en judo, en tennis de table, des sports où des athlètes français bizarrement ont performé, on a pu constater des booms, soit de nouveaux adhérents, c'est-à-dire des enfants, des jeunes qui voulaient se mettre au sport et qui ont été séduits par tel ou tel sport, mais aussi des gens qui sont revenus vers le sport, des gens de 40, 45 ans qui ont été licenciés autrefois et qui ont voulu s'y remettre. Et ce qui était intéressant, c'est effectivement de pouvoir échanger avec des confrères européens et de leur demander s'ils avaient fait le même constat. Et ça, c'est assez intéressant parce que les audiences des Jeux Olympiques ont été très bonnes en Europe. Beaucoup de gens ont regardé, on l'a vu, il suffisait de se balader à Paris pour voir toutes les nationalités possibles. Néanmoins, beaucoup de confrères me disaient qu'il n'y avait pas spécialement un boom énorme dans les clubs. Par contre, il y avait une volonté chez certaines fédérations de mettre ce qu'on appelle le paquet. C'est-à-dire, je vous prends un exemple, il y a la fameuse histoire des frères Lebrun en tennis de table qui a séduit le monde entier, où on a vu deux jeunes Français capables de rivaliser avec les champions chinois qui étaient indétrônables depuis des années. Et par exemple, la fédération allemande a investi beaucoup d'argent dans son pôle qu'ils appellent haute performance, en se disant, en ayant la réflexion suivante, en se disant, il y a des Européens qui sont capables de rivaliser avec les pongistes chinois, pourquoi pas nous? Et du coup, voilà, donc c'est aussi ça l'effet JO. C'est pas seulement la population qui se remet soudainement au sport, d'autant plus qu'il y a, on le disait au début, il y a des disparités. Donc c'est plus facile pour un pays comme la France qui n'était pas très sportif de se remettre au sport, alors que nos voisins allemands, par exemple, étaient un petit peu plus sportifs. Mais par contre, il y a effectivement des choses à
à observer sur le comportement des fédérations, de voir dans quel sport ils peuvent miser, mettre plus d'argent pour rivaliser et pour paraître au mieux au prochain JO à Los Angeles, par exemple. Donc il y a l'investissement des fédérations, mais il y a aussi eu des investissements, notamment des infrastructures qui ont été aménagées sur notre territoire, dans différents lieux. Est-ce que il y a des choses qui vont être pérennes ? Bien sûr. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on est en année budgétaire assez compliquée, tout le monde le sait. Et c'est vrai que dès lors, tous les budgets des ministères ont été revus à la baisse, et notamment celui du sport, alors qu'on était tenté de se dire, après l'effet JO, il va falloir mettre le paquet, etc. Oui, c'est regrettable, forcément. Personne n'aime être dans une situation budgétaire compliquée. Néanmoins, il faut se souvenir qu'il y a des choses qui ont été faites avant. Il y a notamment une politique de 5000 terrains sportifs qui a été mise en place en France à l'horizon 2024, donc fait en sorte que ça soit mis en place pour les Jeux Olympiques. Ça, ce sont des choses qui vont rester. Vous avez des villes qui se sont dotées de terrains sportifs, d'équipements neufs, etc. Donc ça, c'est des choses importantes. Et c'est vrai que, notamment, par exemple, je prends l'exemple de la Belgique et du Luxembourg, avec qui j'ai pu échanger avec des confrères qui travaillent là-bas. Il y a eu des procédures un peu du même type ces dernières années, en se disant on donne l'accès au sport le plus possible, même dans des petites villes, dans des villes moyennes, etc. Et ça, ce sont des choses qui sont pérennes. Alors évidemment, les nouvelles infrastructures demandent de l'entretien, demandent à être vigilant pour que ça soit toujours en état de marche dans les années à venir. Mais néanmoins, ce sont des choses qui n'existaient pas avant, qui existent aujourd'hui. Donc c'est un héritage qui existe déjà et qui est déjà intéressant. RCF, l'Europe en 43 minutes. Le sport en Europe est notre sujet aujourd'hui avec Benjamin Bousquet, journaliste au journal La Croix. Nous parlons toujours un peu de l'effet JO, donc en Europe, en France plus particulièrement, mais en Europe aussi. Il me semble qu'au niveau un peu européen, ce sont beaucoup des associations qui gèrent finalement ce tissu sportif, notamment au niveau amateur. Est-ce que vos confrères ont constaté peut-être des changements, une revue, des associations peut-être plus vigoureuses ou plus... Oui, en fait, c'est vrai que le modèle associatif est, on va dire, le bras armé du sport en Europe. Il suffit de comparer par exemple aux États-Unis où là c'est beaucoup d'entreprises privées qui financent du sport. Alors les universités aussi, mais avec des frais exorbitants. Mais en France, c'est vrai que le modèle se base beaucoup sur le bénévolat, sur le tissu associatif. C'est vrai aussi chez nos voisins. Après, il peut y avoir des différences parce que par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des redistributions de fédérations qui sont différentes d'un pays à l'autre. Je prenais l'exemple du football. Et ça, peut-être effectivement que les responsables politiques des différentes fédérations sportives vont peut-être revoir leur copie sur certains financements. La grosse difficulté, c'est finalement le volontarisme des bénévoles dans le monde sportif, parce que ça demande du temps. Quelqu'un qui est coach dans un petit club amateur, ça demande d'être présent tous les week-ends, parfois de se faire engueuler par les parents, etc. Donc c'est pas toujours simple, mais l'effet JO, c'est aussi ça, c'est qu'il n'y a pas seulement des gens qui ont voulu se remettre au sport, il y a aussi des gens qui ont voulu faire une action dans le monde du sport. Et dans les reportages que j'ai pu faire, j'ai pu constater que finalement les clubs qui avaient cette nouvelle vague de licenciés avaient peut-être quelquefois des problèmes d'infrastructure parce qu'ils avaient des salles trop petites, etc., mais qu'ils n'avaient pas toujours des problèmes de personnel, c'est-à-dire qu'ils avaient des nouveaux bénévoles avec le défi évidemment de les garder. Donc ça, c'est important, et c'est vrai qu'en Europe ça marche beaucoup comme ça. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement le fait qu'en Europe on soit plutôt sur un modèle associatif, et aux États-Unis, parce qu'on sait que c'est les États-Unis souvent avec la Chine qui raflent beaucoup de médailles, qui soit plutôt un modèle un peu basé sur l'université, donc un peu de l'excellence entre guillemets, avec une sélection je suppose draconienne et drastique, et les entreprises, est-ce que vous pensez que c'est
pas ça aussi qui peut creuser l'écart Alors, entre... évidemment que c'est ça qui creuse l'écart. Moi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Nicolas Batum, l'ancien capitaine, parce qu'il a pris sa retraite internationale de l'équipe de France de basket avant les Jeux Olympiques. Lui, il vit à Los Angeles, parce que depuis quelques années, il joue là-bas. Et son fils est donc scolarisé là-bas. Et il m'expliquait que la différence, en fait, entre le sport qu'il a connu à l'école, lui, et le sport que connaît son fils, c'est que son fils, qui a, je crois, 8-9 ans, maintenant, et dans la compétition à fond dès maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une pression énorme. On vient pour gagner, on vient pas pour se dépenser, on vient pour battre l'autre. Après, il y a deux philosophies qui s'affrontent. C'est est-ce que on fait du sport pour se dépenser parce que c'est important pour la santé, etc. Est-ce qu'on fait du sport pour gagner? Il y a des avantages dans les deux cas. Le sport peut dégoûter un enfant, par exemple, si il y a une pression exacerbée sur ses épaules. Et pourtant, il a besoin du sport pour sa santé, pour vivre bien, pour travailler bien à l'école. C'est prouvé que voilà, un enfant qui fait du sport est plus compétent et plus à l'aise dans sa peau. Et en même temps, la contrepartie, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, les Chinois, les Américains sont toujours devant au classement des médailles. C'est difficile de les battre. Il y a une course en tête avec ces deux pays-là, et puis les autres derrière. Voilà, faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai tendance à penser, mais ça, c'est vraiment un avis personnel, que le sport santé doit sans doute primer sur les résultats, et qu'il y aura toujours des athlètes de haut niveau pour nous faire rêver, heureusement. Aux États-Unis, l'important c'est de participer, ils ne connaissent pas. Non, c'est pas le dicton phare des États-Unis. Non. Et alors, donc, il y a eu les Jeux Olympiques, mais il y a eu aussi les Jeux Paralympiques, ce qui est aussi très important. On a mis d'ailleurs beaucoup d'accent cette année, je trouve, en 2024, sur les Jeux Paralympiques, avec l'inclusion autour du handicap. On a eu une belle médiatisation de ces disciplines, parfois inconnues. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement sur ces Jeux Paralympiques et le sport on va dire pour les personnes handicapées au niveau européen un peu. Il y a une chose à noter qui est intéressante, c'est que quand on parle des Jeux Paralympiques, il y a deux souvenirs qui nous viennent en tête désormais. Paris 2024, effectivement, une grande médiatisation, ça a été bien fait, les athlètes ont reçu un accueil similaire aux athlètes des Jeux Olympiques, il y avait du monde, etc. Et puis le deuxième exemple qui revient en tête, c'est Londres en 2012, qui a été, on va dire, vraiment les Jeux Paralympiques phares, tous les athlètes le disent, où on a considéré que c'était des sportifs avant tout, voilà, qu'on ne voyait pas forcément que le handicap en premier, mais on voyait la performance sportive. Et bizarrement, ces deux connexions, c'est deux pays du continent européen. Et c'est la preuve aussi, peut-être que l'Europe est sensible sur ces questions-là, peut-être plus que d'autres pays, il faut en être fier. Aujourd'hui, ça soulève aussi des manquements. On a vu en accessibilité en France que par exemple les lignes de métro pour accéder aux sites sportifs n'étaient pas toutes compatibles avec les personnes en situation de handicap. Néanmoins, il y a des choses qui ont été faites. Je pense, moi j'ai échangé avec Michael Jeremias, qui est un ancien tennisman retraité aujourd'hui en fauteuil roulant, qui me disait qu'il y a des salles de change dans les aéroports de Paris pour les personnes en situation de handicap, ce qui n'existait pas avant. Donc ça fait partie de l'héritage, parce que ça c'est typiquement des choses qui vont rester maintenant que c'est fait. Et c'est vrai que ça a été inspiré par d'autres aéroports européens. Voilà, ça existait dans les différents pays. La question c'est au-delà de Paris maintenant, est-ce que les autres aéroports vont se saisir de cette question en France? On peut le souhaiter. Mais il y a eu un accent mis là-dessus. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a encore énormément de choses à faire pour progresser. Là où il faut toujours mettre un petit bémol, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on est en retard. Néanmoins, la France fait partie des 10% des pays les plus en avance sur la question. Donc voilà, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Mais c'est vrai que je trouve ça assez symbolique que les deux Jeux Paralympiques dont on se souvient particulièrement, ce sont deux Jeux Paralympiques qui se sont déroulés en Europe. Ça dit beaucoup de choses sur le regard que peut avoir l'Europe sur ces questions-là. Et les valeurs d'égalité aussi que portent les pays de l'Union européenne notamment, mais aussi européens,
nos voisins du Royaume-Uni étant sortis malheureusement. Tout à fait, et je pense que le public français et européen en général a été à la hauteur dans l'accueil qu'il a réservé justement aux athlètes. Et j'ai eu la chance de couvrir les deux. J'ai vu des familles hyper heureuses de découvrir des sports, et voilà. Maintenant, le grand défi, c'est d'essayer de continuer au maximum cette médiatisation pour que ces para-athlètes puissent continuer de vivre de leur sport. RCF à Amboise 100.4, à Cheverny 96.4. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Après Queen et We Are the Champions, chanson tout à fait dans le sujet, nous revenons sur notre sujet du sport et d'Europe en compagnie de Benjamin Bousquet, journaliste au journal La Croix. Benjamin, on sait que les enjeux environnementaux sont importants au niveau des Jeux Olympiques, des compétitions sportives en général, notamment aussi au niveau européen avec le fameux pacte vert de la Commission européenne. Est-ce que ces Jeux Olympiques ont respecté un petit peu ces enjeux environnementaux ? Alors, ils ont essayé. En fait, c'est toujours le débat. C'est est-ce que la planète peut encore accueillir des événements de ce type ? Parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, le bilan carbone sera tel. Les spectateurs viennent du monde entier. Il y a des avions qui sont défraités pour faire venir les équipes, etc. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que ils ont baissé de 50% les émissions par rapport à Rio, parce que Rio. Tokyo était différent parce qu'avec le Covid, il y avait beaucoup moins de monde, donc c'était difficile de comparer en fait. Mais en tout cas, ils ont plutôt respecté cela. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion sur la tenue de ce type d'événement, et on constate aussi que l'Europe fait partie des régions du monde capables en fait d'organiser ce type d'événement, en essayant de respecter au maximum, on va dire, une éthique environnementale. Et moi j'ai plutôt tendance à considérer que c'est plutôt une chance de se dire que nous on est capable, que ce soit la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc., de pouvoir accueillir ce type d'événement. Je crois qu'il faut toujours souhaiter que ça puisse exister, parce qu'on l'a vu à travers les images cet été, c'est quand même des moments de paix, des moments de joie entre les peuples, de rencontres, etc., des choses qui sont liées finalement aux valeurs du sport, mais aussi aux valeurs européennes. Et c'est vrai que sur le défi environnemental, aujourd'hui, c'est sans doute une priorité pour l'Europe. J'en parlais tout à l'heure avec mon exemple entre l'UEFA et la FIFA, où la symbolique est beaucoup plus forte pour l'UEFA que pour la FIFA. Ouais. Mais du coup, je pense qu'il faut être fier de faire partie de ces pays qui sont capables d'organiser ça, en essayant d'être vigilant au maximum. C'est-à-dire que nous, quand on se souvient, quand on se projette quelques mois en arrière, avant les Jeux Olympiques, il y avait beaucoup de polémiques autour des Jeux en disant ça va coûter très cher, c'est un problème écologique, etc. Oui, d'accord, mais il y a un village des athlètes qui a été construit de toutes pièces, mais qui va devenir un vrai quartier éco-responsable, dans lequel des milliers d'habitants vont habiter, etc. Je pense que les choses sont davantage pensées comme ça maintenant. Et la question, c'est est-ce que l'exemple qui a été donné à Paris 2024 va être retranscrit, on va dire, dans le cahier des charges du CIO pour les prochains Jeux ? A priori, oui, parce que le CIO s'est exprimé là-dessus. Et le CIO, c'est Thomas Bach, l'actuel responsable. Alors là, il est en partance, il va changer, mais c'est un Européen. À la FIFA, vous avez Gianni Infantino qui est un Européen, même si, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les aspirations sont un petit peu différentes, mais vous avez beaucoup de responsables européens à la tête des grandes instances du sport, et ça c'est quand même très important au moment d'évoquer tous ces défis qui nous attendent. Après, la question de savoir si dans 50, 60 ans il y aura toujours des Jeux Olympiques avec des pays, avec tous les pays membres, des spectateurs qui viennent des quatre coins du globe, on verra, ça dépend de nos efforts à tous et dans tous les domaines, mais c'est vrai que l'Europe est encore capable d'organiser ces événements-là,
en créant sans doute moins de soucis écologiques que d'autres pays. Moi, je pense toujours, par exemple, aux JO d'hiver de Sotchi en Russie. Quand vous allez à Sotchi aujourd'hui, ça ressemble à une carte postale de Tchernobyl parce que ce sont des bâtiments entièrement vides, totalement abandonnés. Donc, on sent qu'il n'y a pas eu une réflexion écologique derrière. Et la notion d'héritage, c'est pas que sportif, c'est aussi ça. Et c'est vrai que on peut saluer quand même le travail du comité d'organisation des Jeux de Paris parce que ils se sont saisis de ces enjeux et ont toujours eu à cœur d'avoir ce volet écologique dans leur dossier de candidature et puis ensuite de création des Jeux et ça c'est des choses qu'il faut saluer. Après, encore une fois, il faut pas être dupe, ce genre d'événement par définition est compliqué à réaliser avec un bilan carbone neutre. Zéro, ça n'existe pas. Mais après, voilà, il y a eu quand même des efforts de fait pour essayer de réduire cet impact et notamment aussi s'inscrire dans la durabilité, comme vous avez dit, un village olympique qui va perdurer, qui va pouvoir loger des gens, peut-être des étudiants. C'est le cas aussi, je crois, à Turin, notamment, sûr, ouais. les Jeux d'hiver de Turin qui sont passés il y a une vingtaine d'années, où il y a un village olympique qui a permis de loger ensuite des étudiants, etc. Donc, il y a effectivement cette notion de durabilité. Alors, justement, là, les prochains Jeux d'hiver, c'est 2026. 2026, à Milan. Ce sera à Milan, enfin dans les montagnes au nord de Milan. Mais finalement, ça arrive très vite. C'est dans un an. Dans un an. Ensuite, on a les prochains Jeux olympiques qui, eux, vont être à Los Angeles en 2028. On reste quand même sur de l'Occident. Oui, c'est vrai. En fait, les Jeux de Paris ont ouvert un nouveau chapitre de l'Occident qui se ressaisit du sport. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Coupe du Monde au Qatar. À l'époque, c'était en 2010, la première Coupe du Monde en Afrique, etc. On sait que le sport reste une arme géopolitique et que l'Europe et l'Occident en général veut s'en saisir parce que là, on parle de nous, les États-Unis, vous l'avez dit, vont accueillir les Los Angeles 2028 et 2 ans avant, ils vont accueillir la Coupe du Monde de foot, alors en co-organisateur avec le Canada et le Mexique. Donc ils vont être le centre du monde. On a souvent dit que c'était le gendarme du monde. Là, ils vont être le centre du monde sur les 2 plus grands événements sportifs mondiaux. C'est les 2 événements qui réunissent le plus d'audience et le plus de spectateurs. Donc oui, il y a une vraie volonté parce que à travers le sport, on passe des messages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est un pays qui mise beaucoup sur le tourisme, maintenant qui a envie de se développer à travers le tourisme, s'est saisi du sport pour attirer des gens. Ils ont fait venir des stars du foot, ils ont monté en compétence leur stade, etc. Néanmoins, les valeurs de l'Arabie Saoudite restent les valeurs de l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que c'est important pour l'Occident et notamment aussi pour l'Europe d'être présent sur ce terrain-là, puisque c'est à travers ce terrain-là qu'on développe nos valeurs, ce qu'on est. Qu'on transmet nos messages. Ouais, exactement. Et donc c'est vrai que le sport reste un terrain géopolitique essentiel. Moi, j'ai un ami qui est géopolitologue qui m'a dit un jour, si tu veux comprendre comment le monde fonctionne, regarde ce que fait la FIFA. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait me dire par là, c'est que la FIFA prenait des décisions en fonction des pays émergents où en gros, il pouvait se faire le plus d'argent. Un temps, c'était le Qatar, effectivement, qui misait beaucoup là-dessus. Là, c'est l'Arabie Saoudite. Ils ont accordé l'Arabie Saoudite, la Coupe du Monde 2036 à l'Arabie Saoudite. Et il me disait, en 2050, on verra, mais ça sera sans doute la Chine qui sera parmi les favoris pour accueillir le mondial. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, où se place l'Occident et où se place l'Europe là-dedans, c'est toujours intéressant à analyser. Ouais. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons de sport et d'Europe en compagnie de Benjamin Bousquet, journaliste au journal La Croix. Donc Benjamin, il y a une petite question quand même qui se pose, parce qu'on est revenu tout à l'heure sur le tableau un peu des médailles européennes. On aurait largement dominé si on était... Bien si sûr, on avait un palmarès c'est ce qui nous européen arrange, oui. de l'Union européenne. Mais est-ce qu'on peut être supporter européen ?
Alors chacun a le droit de l'être, évidemment. La question c'est aujourd'hui, est-ce que c'est grave de supporter son pays alors qu'on fait partie de l'Europe? Moi, je ne pense pas. Après tout, moi je suis tourangeau. J'aime bien quand Tours bat Orléans. Ça me fait toujours. Mais ça c'est normal. Ça me fait toujours plaisir. C'est une espèce de chauvinisme qui n'est pas très grave. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend un exemple, si vous faites une finale de Coupe du Monde France contre l'Allemagne et France contre l'Argentine, bizarrement, je pense que ça passe mieux si on perd contre les Allemands que si on perd contre les Argentins, puisque il y a des valeurs qui sont communes. Et on peut se souvenir d'un traumatisme en 82, Séville, quand on perd en demi-finale contre l'Allemagne, c'était un vrai traumatisme. Et je pense qu'aujourd'hui, ce traumatisme-là n'existerait plus parce que l'Europe, parce que les échanges entre les pays, etc. Ça peut paraître tout simple et un peu dérisoire, mais je pense que c'est vraiment important. Aujourd'hui, toutefois, il y a quand même une méconnaissance, une inculture du sport au niveau européen. Si je vous demande, par exemple, si vous pouvez me citer un sportif européen, donc pas français, autre que français, autre que le football ou le tennis, on va dire, parce qu'il y a des grandes stars qu'on connaît tous, ça sera difficile, j'imagine, de me citer un nom. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous sondez les Français, bon, ils connaissent Léon Marchand, ils connaissent Teddy Riner, et voilà, ils connaissent tous ces Français-là, mais c'est dur de connaître des sportifs européens. Et c'est vrai qu'on manque peut-être de culture européenne, et donc forcément de fait de supporterisme européen. Néanmoins, est-ce que c'est très grave? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est toujours intéressant, voilà, d'avoir ce sentiment peut-être patriotique, d'avoir son équipe qui gagne, mais encore une fois, c'est à l'échelle du pays, comme ça peut être à l'échelle d'une région, d'une ville. Enfin voilà, c'est pas. Par exemple, si on avait l'Italie qui serait contre je sais pas, justement l'Argentine par exemple, peut-être qu'on aurait plus facilement tendance à être pour les Italiens, qui sont finalement nos voisins bien que l'histoire, par exemple, du football entre la France et l'Italie nous pousse à ne pas aimer les Italiens, mais oui, tout à fait. Mais oui, parce qu'en fait, rugby, par exemple. sans doute, parce qu'il y a encore une fois, c'est une histoire de valeurs, et c'est tout simple, et je veux pas rentrer dans la polémique, mais quand la France a perdu la finale de Coupe du Monde la dernière contre les Argentins, les joueurs argentins, quand ils sont revenus dans leur pays pour célébrer, ce qui est bien normal, ont chanté des chants un peu racistes à l'égard des joueurs de l'équipe de France. Très honnêtement, je ne sais pas si ça serait arrivé si l'Espagne avait gagné contre la France. Je pense pas, parce que ce sont des joueurs qui jouent tous ensemble, qui sont tous amis, etc. Et je pense pas que ça soit arrivé. Et ça, c'est des valeurs. Voilà, il faut continuer à être fier de ces valeurs-là. Alors, il s'agit pas de mettre tous les Argentins dans le même panier, évidemment, c'est pas du tout ça la question, mais c'est vrai que oui, peut-être qu'on aurait tendance à supporter davantage un pays européen contre un autre pays, même si on regretterait que la France ne soit pas en finale, mais ça c'est le jeu du sport, et j'allais dire c'est une animosité plutôt amicale, même si les deux termes sont un peu paradoxaux. D'ailleurs, on peut rappeler l'origine des Jeux Olympiques, notamment, c'était dans la Grèce antique, c'était que les cités grecques se fassent, entre guillemets, la guerre sur le terrain du jeu, bien sûr, non pas sur un terrain militaire. Bien sûr, mais d'ailleurs, il suffit de voir, vous avez toujours son lot de frustration de quelqu'un qui perd, bien etc. Sûr. Mais les images de compétition lors des Jeux Olympiques étaient plutôt belles. Il y a des sportifs qui se connaissent parce qu'ils se croisent en championnat du monde, en championnat d'Europe, etc. Et il y a quelqu'un qui arrive deuxième à la faculté de saluer celui qui a gagné, de le serrer dans les bras, etc. Et effectivement, le sport, c'est peut-être aussi le dernier axe de fraternisation. C'est un peu triste à dire comme ça, mais c'est vrai que quelque part, le vivre ensemble, où on regarde pas l'autre bizarrement, etc. Le sport reste cet axe possible, et c'est très important. Et c'est vrai que pour l'Europe, ça reste quand même très important. Ouais. Merci beaucoup Benjamin Bousquet, c'était l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Europe Direct. Je vous dis à très bientôt. Et merci encore Benjamin. Merci.